Bonjour. Bonjour. Elle est toute mignonne ta souris. T'as vu? J'adore. Mâle ou femelle? Bon, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir si c'est un mâle ou une femelle? Si, c'est très important, Aline. Ah bon? Oui. Bah oui. On va voir ça. Ah bah alors allons-y, hein. Regardons ça. Eh ben les souris, il y en a un peu partout, hein. Chez nous, Dans les restos, dans les parcs, au bureau. bon un peu partout. Alors les souris, elles sont pas toutes aussi sympas que Ratatouille. Oui, mais les souris nous aident. Elles ont un avantage, certes. Elles vont nous aider dans les tests pour les médicaments. Tout simplement parce qu'elles sont faciles à manipuler, elles se reproduisent très vite et Elles ont un très gros avantage, c'est qu'on partage 99% de gènes en commun avec l'être humain. c'est énorme. Donc du coup, ça facilite les tests. C'est ça. Mais si on regarde de près ces tests justement précliniques et ensuite chez les êtres humains cliniques, on s'aperçoit que... Il y a un biais sexuel. Mais qu'est-ce que c'est, Aline? Ça veut dire que les mâles sont surreprésentés dans les tests cliniques et Ah précliniques. bon? Oui, On peut absolument. donner des exemples? Bah oui, alors par exemple, on a une étude de 2011 qui montre que 8 disciplines de la biologie sur 10 qui ont été étudiées par les chercheurs ont remarqué que on avait Plutôt des mâles. que des femelles dans les études, enfin qu'ils étaient surreprésentés. C'est ça. Il y a une autre étude, non? Oui, des chercheurs américains se sont aperçus en 2014 en 2014 en regardant des publications. 618 articles, je crois bien. C'est ça, voilà. Et ils se sont aperçus, encore une fois, que il y avait 80% de modèles animaux mâles. Et on voit encore dans une autre étude, alors là ça concerne plus les animaux mais les êtres humains, en 2006, une étude américaine toujours. Moins d'un quart des sujets étudiés étaient des... Femmes. Eh ouais. Alors, pourtant, ça devrait pas exister parce qu'on a des différences physiologiques. Enfin, je veux dire, elles sont assez claires les différences physiologiques entre l'homme et la femme. Oui, on peut parler par exemple du dimorphisme sexuel. Oui, qui pénis, vagin. Oui, Voilà. au niveau des chromosomes aussi. Oui, alors là, c'est les différences génétiques. Effectivement, moi par exemple, dans mon génome, il y a marqué chromosome XX. C'est ça, et moi, XY. Donc, effectivement, ces différences génétiques, elles nous montrent, par exemple, là, on vous prend toujours des études pour pouvoir appuyer nos propos. Une étude de 2006 qui est sur le génome humain, on se rend compte que 72% des gènes actifs dans le foie vont être différenciés avec le sexe. Ouais, ils vont s'exprimer différemment. Alors, on a une autre étude de 2017. Toujours américaine. On remarque qu'il y a des différences qui sont inhérentes au sexe et plus de 50% de différences. Exemple, la masse osseuse. Ou alors le taux de cholestérol. Oui, c'est assez clair. On peut pratiquement conclure de ça que les maladies génétiques se manifestent différemment selon les sexes. Exactement. Bon, après, il va y avoir des différences de symptômes par rapport à certaines maladies. Prenons le cas du cœur et des vaisseaux sanguins. Voilà, parce que chez la femme, le cœur et les vaisseaux sanguins sont différents. Oui. Et d'ailleurs, il y a en ce moment une campagne Oui. qui parle des symptômes de l'infarctus. Qui ne sont pas du tout les mêmes chez la femme et chez l'homme, et pourtant c'est la première cause de mortalité chez la femme. Depuis au moins une dizaine d'années. Ouais. Mais on ne sait toujours pas qu'est-ce qui se passe quand une femme a un infarctus. Et les femmes métabolisent aussi différemment les médicaments. Oui. Si on veut parler de la grippe par exemple. Eh ben, elles ont besoin en réalité que de la moitié de la dose du vaccin pour avoir le même niveau de protection que les hommes qui ont besoin donc du double de ce qu'elles ont besoin. Ben voilà. Ce qui est bizarre. Mais alors en fait on est différents d'Evrim. Oui, on est différents, mais biologiquement. Il ne faut pas en tirer des conclusions hâtives. Culturellement, socialement, politiquement, on reste égaux. Ah bah oui, il n'y a pas de raison que parce que j'ai un vagin, ma vie soit différente et que j'ai pas le droit d'avoir accès aux mêmes choses qu'un homme qui a un pénis. Pourquoi donc moins de sujets femelles dans les tests, dans les essais? Bon, il y a un premier truc, on voit bien sur les notices de médicaments que la plupart des médicaments ne peuvent pas être pris par les femmes enceintes, puisqu'on ne peut pas tester sur les femmes enceintes. Ça peut avoir des conséquences graves sur les femmes, mais également sur le fœtus. Oui, c'est ce qui est arrivé aux États-Unis. Il y a eu des malformations chez les bébés et des cancers. Des cancers. Donc, une interdiction aux femmes enceintes de participer aux tests cliniques. Ensuite, on a élargi l'interdiction aux femmes susceptibles d'être enceintes.
Et ensuite aux femmes inactives sexuellement, aux femmes homosexuelles, aux femmes sans contraception, avec contraception, enfin du coup ça s'est vachement élargi. Mais en 93... L'interdiction est levée, par contre le déséquilibre perdure. Voilà. Il y a une autre raison. Bah alors déjà, on parlait des hormones, justement, les femmes c'est un cocktail hormonal assez élevé et les chercheurs ils trouvent que ça peut biaiser leurs études. Oui, et affecter les résultats. C'est ça. Donc du coup ils préfèrent prendre des spécimens masculins pour leurs études. Tout en pensant que ces résultats-là vont avoir un impact positif sur les femelles. Vont valoir, ça va être la même chose. C'est un peu bête. C'est un peu simpliste, effectivement. Bon, alors du coup, les conséquences pour les femmes d'Evrim, elles sont... plutôt pénibles. Lourdes, ouais. Même, parce qu'il y a des médicaments qui pourraient être mis sur le marché, qui ne le seront jamais, parce que tout simplement... écarter des possibilités, puisque si ça ne marche pas sur des mâles, on va écarter la possibilité d'un tel médicament qui pourrait éventuellement, lui, marcher sur des femelles. On le voit très bien sur les thérapies géniques, où là, il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes. On vous en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Et aux États-Unis, entre 1997 et 2001, 80% des médicaments qui ont été retirés du marché ont été retirés parce que... il y avait des effets secondaires sur les femmes. Dommage. Ouais. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire d'Evrim ? Je pense que déjà, signaler dans les publications que les essais et les tests ont été effectués sur tel ou tel sexe, ce serait déjà un premier pas. Bon, après, ce qui serait bien aussi, c'est peut-être d'imaginer, vu qu'on voit bien qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, des traitements différenciés. Une médecine différenciée. Ça ne veut pas dire qu'on va différencier les hommes et les femmes, mais uniquement le traitement. Évidemment, parce que comme on voit bien qu'il y a des différences biologiques, physiologiques, génétiques, peut-être qu'on pourrait faire des meilleurs traitements plus adaptés aux hommes et aux femmes. Enfin, surtout aux femmes maintenant. Le mot de la fin, Aline ? Chers chercheurs, et chercheuses. Absolument. Pensez à nous, les femmes, et incluez-nous davantage dans les panels, s'il vous plaît. Oui. À bientôt. À bientôt. C'est l'été et Défi commun part en vacances. Comme vous, passez un très bon été. Et n'oubliez pas de liker, partager et à vous abonner. Aline est déjà partie. Je la rejoins. Aline, attends-moi!